à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, prison dégradée, la société en procès. La prison, c'est à la fois une peine, la plus grave, et une institution dégradante, dit-elle donc dans un ouvrage qui paraît chez Gallimard. La sociologue Corinne Rostin sera notre invitée à partir de 12h55. Ensemble, nous poserons la question de la dignité, donc au cœur de cette institution. Mais d'abord, Hippocrate. Thomas Lilti renouvelle son serment avec une saison 2 qui arrive sur Canal. Médecin devenu réalisateur de séries et de longs métrages, dont Médecin de campagne et Première année, il continue à raconter l'univers de l'hôpital, l'engagement des blouses blanches, la naissance des vocations, les phases de découragement aussi. Thomas Lilti est notre invité à écouter tout de suite jusqu'à 12h30 ou à retrouver plus tard sur franceculture.fr si vous le souhaitez. La grande table. Olivia Gesbert. Et bonjour Thomas Lilti. Bonjour. Pendant le premier confinement, vous avez repris du service comme médecin bénévole dans l'hôpital où vous tourniez. Les hôpitaux sont de nouveau en tension. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Vous restez cinéaste ou vous redevenez médecin ? Pour le moment, je reste cinéaste pour de multiples raisons, mais c'est vrai que quand est arrivé le premier confinement au mois de mars 2020, il y a un an, j'étais en plein tournage. Ça faisait 8 semaines qu'on était en train de tourner. Comme on tourne dans un bâtiment désaffecté au cœur d'un hôpital en activité, on a vu arriver quand même cette tension liée à la crise sanitaire. Et quand on a été confiné, c'est vrai que l'envie de retourner travailler. Il faut savoir que ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait de médecine. Pour moi, c'était à la fois très émouvant, mais c'était aussi très angoissant de retourner faire de la médecine. Est-ce que j'allais en être capable ? Et puis, je me suis rendu compte qu'en tout cas, j'étais capable de filer un coup de main. Alors, peut-être pas de faire de la grande médecine, mais de filer un coup de main. Et ça m'a aidé quand même, je trouve, à mieux comprendre un peu où était ma place. Est-ce que je suis médecin ? Est-ce que je suis cinéaste ? Est-ce que je suis cinéaste parmi les médecins, médecin parmi les cinéastes ? En tout cas, je crois qu'un peu plus encore aujourd'hui, je me sens réalisateur, scénariste, mais par contre, c'est important pour moi, essentiel, et je me sens légitime à continuer à raconter l'histoire des soignants. Qu'est-ce que le soin ? Qu'est-ce que le rapport au malade ? Qu'est-ce que sont ces métiers d'aide à la personne ? Être dans le faire, dans un moment comme celui-ci, dans une période de crise sanitaire, que ce soit comme cinéaste derrière une caméra ou comme médecin avec un stéthoscope et une blouse blanche, est-ce que ça permet aussi de dominer ses peurs, de ne pas se poser des questions ? Vous racontez dans un livre, Le Serment, notamment ces premiers jours où vous êtes parti avec votre famille, vous confinez à la campagne, 3 jours seulement, et on sentait déjà l'angoisse qui commençait à monter en vous, le sentiment d'un vide. Alors, je pense que c'est beaucoup lié à ma personnalité. Je pense que tout le monde ne fonctionne pas comme ça et j'en tire aucune gloire. Mais c'est vrai que l'inactivité, l'oisiveté, quelque chose qui est compliqué pour moi, alors que je suis un grand défenseur de l'oisiveté. J'ai lu Stevenson, tous les livres sur l'éloge de l'oisiveté, etc. Et c'est vrai que je rêverais d'être un oisif et en fait, je ne le suis pas. Et au bout de 3 jours de confinement, pris par la culpabilité aussi de ne pas pouvoir aller aider, alors qu'il y avait tellement de gens qui se sont sentis impuissants de ne pas pouvoir rendre service, notamment les gens avec qui j'étais en train de fabriquer la série Hippocrate, ça me semblait légitime et de toute façon, je n'avais pas le choix, quoi. Ça s'est imposé à moi le fait de retourner travailler. Mais c'est vrai que dès que je ne suis pas dans le faire, finalement, je suis un peu malheureux. Et dans les premiers jours de cette crise sanitaire, dans les hôpitaux aussi, là où vous vous êtes rendu, on était quand même dans une incompréhension de ce qui se passait, de ce qu'était ce virus, comment il se transmettait exactement, de la rapidité à laquelle cette épidémie allait circuler. Comment vous avez appréhendé cette ignorance, en fait ? Alors, ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que à partir du moment, et c'est vrai pour moi, et c'est vrai, j'ai l'impression pour énormément de soignants, à partir du moment où on enfile la blouse, où on se remet en situation d'être un soignant, j'ai l'impression que la peur de la contamination, la peur de l'absence de savoir, finalement, disparaît d'une certaine manière. Et surtout quand on est dans un service d'urgence, là où je suis retourné travailler, on est plongé finalement dans le fait d'aider les autres, quoi, de rendre service, de soigner, de faire son métier. Et je crois que ça nous a... Ça, c'est très particulier aux soignants. Et là, je ne parle pas de moi, je l'ai constaté chez les soignants. À la fois, ils pouvaient être en dehors de leur travail inquiets pour leurs proches, inquiets pour les gens autour d'eux, etc. Et puis finalement, une fois qu'ils étaient à l'hôpital, il y avait ce collectif, cette cohésion qui rend plus fort finalement que la maladie ou que la peur de l'inconnu. Parce que c'est vrai qu'au mois de mars, il y a un an, et d'ailleurs,
rien, tout n'est pas réglé, loin de là, mais on était dans une inconnue totale puisqu'on avait peu de protection, on ne savait pas comment le mode de contamination, comment fonctionnait ce virus, s'il n'y avait pas de vaccin, il n'y avait même pas de test. C'est ça le point commun entre votre passé de médecin et votre présent de cinéaste, c'est cette force du collectif. Est-ce que vous avez retrouvé la même solidarité, le même sens du groupe quand vous êtes sur un plateau de tournage, que ce soit pour une série ou un long métrage, que dans un couloir d'hôpital ou dans une salle d'opération? Alors oui et non, c'est-à-dire que le collectif, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, ce qui ne veut pas dire alors que c'est différent, c'est-à-dire qu'à l'hôpital, j'étais très impressionné par le collectif. J'ai toujours adoré l'hôpital, en fait. Paradoxalement, cet hôpital que j'ai quitté pour faire autre chose, je l'ai toujours extrêmement apprécié parce que les gens... J'ai vu cette force du collectif avec ce mélange social très important entre les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les administratifs, et que finalement, tous ces gens-là travaillaient dans un objectif commun, alors parfois avec difficulté, avec des heurts, mais avec un objectif commun qui était quand même de soigner, notamment dans les hôpitaux, et l'hôpital public en particulier. Mais je me suis toujours senti un peu à l'écart. J'avais ce petit pas de côté qui faisait que je les observais, mais je ne me sentais pas vraiment faire partie de leur famille. Et finalement, c'est sur un plateau de cinéma ou dans le travail de réalisateur que ce collectif, je l'ai retrouvé et je me suis senti vraiment faire partie du groupe. Et ce collectif, j'essaie de le mettre à l'image, que ce soit dans mon travail de réalisateur, mais aussi dans les histoires que je raconte, puisque finalement, et vous l'avez dit à demi-mot, le collectif est au cœur de mon travail. Il est toujours la solution, en quelque sorte. Allez, on pousse la porte de cette saison 2, Hippocrate. Les patients des urgences en priorité en secteur 2 et 3. Des patients, il y en a partout. Oui, c'est bon, merci, on fait au mieux. Le stockage ici, le desk d'accueil là, derrière. La consulte de l'IAO, Fred. C'est bon, on l'a installé ici. Très bien. D'ailleurs, il faut qu'on récupère cette pièce-ci aussi pour l'attente, c'est trop petit sinon. Le bureau du docteur Simoni. Oui. Il est à Lyon, il va pas revenir. Oui, mais ça veut dire qu'il faut vider le bureau, là. Tout à fait, oui. Je peux appeler service technique. Avec le service technique, mais tous les dossiers... On a besoin de cet espace. Je suis désolé, on est obligé de squatter votre service. Et on va avoir besoin de vous trois aussi, toi et toi. Extrait de cette saison 2 d'Hippocrate qui s'ouvre sur une scène de désolation. Une partie des locaux prend l'eau. Dans la hâte, les patients sont déménagés, le matériel est sauvé tant que faire se peut et les urgences partent s'installer à l'étage du service de médecine interne où les équipes vont se prêter main forte. Les urgences, c'est une culture à part. C'est aussi ça que vous avez voulu raconter dans cette deuxième saison. C'est un rapport aux soins, à la vie, à la mort qui, pour les équipes, est quand même très particulier. Ce qui est très différent aux urgences par rapport à d'autres services hospitaliers, c'est que déjà, il y a une chose très particulière, c'est que moi, j'ai toujours constaté que les urgences, et ça, je ne le dis pas particulièrement dans la série, ni même dans le livre que j'ai écrit, c'est que finalement, c'est un peu le mal-aimé de l'hôpital. Même par les autres services, il y a un petit côté... il est un peu dévalué, le service des urgences. Pourquoi ? Parce que finalement, on ne voit que passer les malades. C'est le premier geste. Et puis après, le malade part, une fois qu'il est pris en charge, il part dans d'autres services où il rentre chez lui. Alors, c'est le mal-aimé de l'hôpital, mais c'est le bien-aimé de la fiction, par contre. Et c'est le bien-aimé de la fiction parce que on est tout de suite dans le rapport à la vie, à la mort, à la douleur, à la souffrance. Donc des grandes thématiques, évidemment, qui rend la fiction et qui permet vraiment le romanesque. Mais ce que j'aime aussi énormément, moi, dans les urgences, dans les vraies urgences et dans les urgences de fiction que j'ai recréées, c'est le fait que s'il y a vraiment un lieu qui est le reflet de la société qui entoure l'hôpital, c'est vraiment les urgences. Tout le monde accède aux urgences. C'est la porte d'entrée, c'est le sas d'entrée vers l'hôpital. Demain, quel que soit son niveau socio-culturel, on peut rentrer dans l'hôpital via les urgences et on va arriver à l'hôpital par les urgences. Donc on est confronté à tous les maux de la société quand on est soignant aux urgences et c'est ça qui particulièrement m'intéressait. Et donc de plonger mes héros et montrer comment finalement un service d'urgence aujourd'hui dans un hôpital public français, il est mal préparé, il manque de moyens, manque de personnel.
et que obligatoirement ça crée beaucoup de souffrance et que si on ne prend pas soin de nos soignants et notamment de nos soignants aux urgences, c'est finalement au final les malades qui trinquent et ça on l'a constaté depuis la crise sanitaire de façon décuplée. L'attente interminable pour les patients, ceux qui arrivent là, et au contraire le rythme fou, cette accélération permanente pour les soignants. Voilà cet univers que nos 4 jeunes internes vont devoir rapidement intégrer. Ils s'appellent Chloé, Hugo, Alison et Arben. Chloé, Hugo et Alison. Chloé, Hugo, Alison. J'arrive. On est en rade. Moi, comme interne, j'ai que Igor. En senior, il n'y a que Larouchi et moi. On a pris trop de retard. On a des patients qui attendent depuis hier, plus tous ceux qui vont arriver. J'ai besoin que vous nous aidiez aujourd'hui. Et du coup, on lâche la médecine interne ? On s'en occupe avec Zerbib. Allez, salut. Mais on n'a jamais fait d'urgence, nous. On le sait, mais on va pas vous demander de faire des choses folles. Vous nous aidez, c'est tout. Donc, à la moindre question, vous venez nous voir, d'accord ? Pas de zèle. Okay. C'est bon ? C'est parti, alors. Celui qui dit pas de zèle, c'est la figure et la voix émergente de cette 2e saison, Thomas Lilti, celle du charismatique Bouli Lanner, urgentiste de choc et force tranquille du service dans cette 2e saison. Il en impose par son calme, par sa présence, malgré un physique de garçon bouché, tatoué. Il sait où est sa place exactement. Quelle est d'ailleurs la bonne distance à garder pour survivre ? Qu'est-ce qu'un médecin n'est pas par rapport à ses patients ? C'est peut-être ça qu'il détermine et qu'il fixe assez rapidement. C'est compliqué, de toute façon, qu'est-ce qui définit le médecin ? Qu'est-ce qui fait un bon médecin ? Moi, la réponse à ces questions-là, je ne l'ai toujours pas, donc je la cherche et à travers mes fictions, j'essaie d'apporter des pistes. En tout cas, le personnage d'Olivier Brun que joue Bouli Lanner, c'est un personnage qui est le nouveau personnage de cette saison et que j'aime beaucoup. Certes, il est rassurant parce que c'est un très bon médecin, il provoque beaucoup d'empathie pour le spectateur parce qu'on se dit, ce type-là, on veut bien qu'il nous prenne en charge aux urgences, il a l'air de connaître son métier. Il a une autorité naturelle. Cette autorité, loin, on a essayé de travailler, j'ai travaillé avec Bouli Lanner à s'éloigner des stéréotypes du médecin bourgeois, notable. Alors qu'en fait, le médecin urgentiste, souvent, c'est un ouvrier, d'une certaine manière. C'est certes intellectuel, mais c'est un ouvrier dans le quotidien de son travail. Et ça m'intéressait beaucoup. Le problème de ce personnage d'Olivier Brun, chef des urgences, c'est qu'il n'y a pas le temps pour la réflexion. Ça va tellement vite, une catastrophe en amenant toujours une autre aux urgences, surtout avec l'état actuel de l'hôpital qui s'est délité. Obligatoirement, on voit le mur qui s'approche et on ne peut pas freiner, on est continuellement obligé d'accélérer en sachant très bien qu'à un moment donné, on va se prendre le mur. Et c'est ça qu'on peut lui reprocher. Et ça l'oblige d'ailleurs aussi à avoir une façon finalement assez brutale de manager ses équipes. Et en ça, je trouve que c'est un personnage que j'ai essayé, en tout cas, de rendre complexe. C'est-à-dire, à la fois, on peut le trouver extrêmement bon médecin dans sa capacité à s'investir dans son travail. Et en même temps, il ne cesse de faire des erreurs. Et peut-être qu'il se trompe d'une certaine manière dans cette façon de foncer toujours tête baissée. Le bateau coule, il faut écoper, mais à un moment donné, si on ne peut pas empêcher le bateau de sombrer, il faut peut-être trouver d'autres solutions. Peut-être que de quitter le navire avant de noyer tout le monde serait la meilleure solution. Et finalement, ça, est-il capable de le faire ? C'est une vie, un métier extrêmement complexe, mais on sent aussi que derrière chaque personnage, chaque humain qui est derrière cette blouse blanche, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes ou ce chef de service, il y a cette complexité aussi qui rejaillit. Alors vous vous êtes inspiré de vos années à vous comme médecin, Thomas Lilti, pour faire vos premiers films, longs métrages, mais aussi pour cette série dont la 2e saison commence depuis hier sur Canal+, bravo, sur Canal+. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun de vos jeunes personnages que l'on retrouve là après la saison 1 vous ressemblent tous un tout petit peu parce que vous racontez en parallèle dans Le Serment chez Grasset cette expérience que vous avez eue, à la fois celle de retourner à l'hôpital au moment de la crise sanitaire et puis aussi ce qui vous avait amené vers ce métier de médecin. C'est pas une vocation d'ailleurs immédiatement. Et chacun vous ressemble parce que chacun a à un moment vécu des doutes, des situations compliquées que vous avez pu vous traverser. Et vous écrivez dans Le Serment, cet effet d'aller-retour entre le réel et la fiction reviendra souvent. Ça a été le cas là quand vous parliez d'une histoire de diplôme qu'il vous fallait présenter pour retourner à l'hôpital.
Cet effet donc d'aller-retour entre le réel et la fiction reviendra souvent. Ce qui a l'air impossible dans la fiction se dénoue très bien dans la réalité. Et à l'inverse, le réel est parfois minimisé par la fiction. C'est intéressant ce rapport. C'est-à-dire que quand vous avez commencé à écrire cette saison 2, vous avez essayé de raconter un certain nombre de situations et vous vous êtes rendu compte que parfois, le réel était irracontable en fiction. Oui, alors c'est vrai sur cette saison 2, mais c'est vrai depuis toujours quand j'écris et que j'essaie de raconter notamment l'hôpital. C'est-à-dire plus je suis proche de mes souvenirs, plus parfois je me rends compte qu'il y a des choses du monde réel que j'ai vécu moi-même que la fiction ne peut pas digérer parce que d'un seul coup, ça semble soit trop gros, soit à côté de la plaque, soit on ne va pas y croire. Mais la saison 2, en ça, est un modèle du genre, puisque cette saison a été écrite très majoritairement avant la crise sanitaire du coronavirus. Le tournage a commencé avant. Et finalement, quand on regarde cette saison 2, on pourrait se dire tout le temps, mais non, c'est pas possible, c'est terrible ce qui arrive à tous ces jeunes internes, ces soignants. C'est pas possible que ce soit aussi dur que ça. Alors que finalement, aujourd'hui, la crise sanitaire est arrivée et on a une ironie dramatique qui s'est installée où nous, spectateurs, quand on regarde la saison, on sait que finalement, le pire, il est encore devant. Jamais j'aurais pu écrire la crise sanitaire, on m'aurait dit, mais c'est trop. Quand en saison 1, j'écris que les chefs de tous les médecins sont mis en quarantaine et en confinement, c'était une astuce scénaristique pour permettre aux internes de se retrouver seuls aux commandes d'un service. Tout le monde m'a dit, bon, la saison 1, les gens ont aimé la saison 1 majoritairement, mais m'ont dit, bon, quand même, le point de départ est extrêmement romanesque. Dans la réalité, ça ne se passerait pas comme ça. Et moi, je n'avais fait que confiner quelques chefs. Là, on a confiné la planète entière. Donc, finalement, oui, il y a un moment donné où, entre la réalité et la fiction, c'est tout le temps, je suis tout le temps mis à mal. Très souvent, à la fois, on me félicite pour l'ultra-réalisme de mon travail, et en même temps, dans le même temps, on va me reprocher de ne pas être assez romanesque, ou alors le contraire, on va me dire c'est trop romanesque, ça devrait être encore plus réaliste. Donc c'est sans cesse cet équilibre, trouver le curseur, qui est très compliqué, qui est toute une éternelle recherche, et qui finalement est quelque chose de très instinctif chez moi. Et en tout cas, une chose que j'ai compris, c'est qu'entre la fiction et la réalité, le romanesque et le réalisme, c'est cet équilibre-là. En fait, ils ne font que se répondre l'un à l'autre, et c'est ça qui me permet de raconter des histoires. N'être que romanesque m'empêche totalement d'envisager des personnages, et finalement de faire que dans une démarche documentaire ne me permet pas non plus de développer mes personnages. Mais quand vous dites que les personnages vous cherchiez, qu'est-ce que vous cherchiez du coup en faisant du cinéma, puisque du romanesque, il y en avait déjà dans le réel. Je ne sais pas s'il y en avait tant que ça dans le réel, justement, du romanesque. C'est justement le romanesque dont je pense j'avais besoin et que j'ai trouvé dans la fiction. Les personnages qui me ressemblent tant, finalement, ils me ressemblent, mais ils sont 1000 fois plus intéressants que moi. Ce qu'ils vivent, c'est beaucoup plus bouleversant que ce que moi j'ai vécu. Eux, ils sont enrichis, ils sont puissants de leurs émotions, de leurs sentiments. Moi, c'est avec le recul, les questions que je peux me poser sur ce qu'a été ma jeunesse, quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, ce que j'ai traversé, mon rapport à l'erreur, à mes doutes, à mes incertitudes. Aujourd'hui, je peux, parce que j'ai 44 ans, que j'ai commencé à réfléchir, que je travaille là-dessus depuis des années, je peux le transmettre dans des personnages qui, d'un seul coup, sont nourris de cette expérience. Mais moi, à 25, 30 ans, je ne faisais pas grand-chose de tout ça. Je le vivais au quotidien sans trop bien comprendre ce qui m'arrivait. Thomas Lilti est notre invité à l'occasion de la diffusion sur Canal de la 2e saison d'Hippocrate. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. C'est la question de la légitimité qui se pose aussi à travers cette série, celle du médecin, celle du cinéaste, celle que vous cherchez, vous, Thomas Lilti, en faisant des films. Question que vous travaillez aussi beaucoup dans ce livre témoignage, Le Serment, paru chez Grasset. On pense aussi à un autre cinéaste français qui a fait de son ancienne profession le territoire de ses fictions, le cadre de ses films. C'est Olivier Marchal. Je vous propose de l'écouter.
Le cinéma, pour moi, doit être plus beau que la vie. Alors même si je fais des films noirs, on se tue à la tâche pour que ça soit du grand spectacle. Voilà, que ce soit le cadre, la photographie, les décors, les costumes, la direction d'acteurs, c'est vraiment du travail. Je réalise la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir cette position dans le cinéma, de m'être sorti des affres de la police nationale, et surtout quand on voit le bordel ambiant aujourd'hui et cette violence, et cette montée des extrêmes et cette terreur qui frappe maintenant au quotidien, je suis bien content de m'être extirpé de cette violence et de cette bêtise, parce qu'il ne s'agit que de bêtises. Voilà, je me réfugie dans ma bulle, et c'est vrai que ça me permet pas d'être heureux, mais en tout cas de vivre moins mal. Vivre moins mal, faire des films. Est-ce que ça vous a permis à vous, Thomas Lilti, aussi de retrouver certaines de vos illusions, de vos espoirs, de recoller les morceaux aussi d'une image du métier de médecin qui, et vous le racontez, s'était beaucoup abîmé? Moi, à titre personnel, je pense que je me suis jamais senti légitime comme médecin. C'est très difficile à expliquer. J'ai un père médecin, j'ai toujours trouvé que j'étais pas à la hauteur et que le métier était trop difficile pour moi. J'ai énormément d'admiration pour les soignants en général, qui me vient certainement de mon parcours et des études que j'ai faites. Et quand je suis parti faire du cinéma et quand j'ai eu la chance de réussir à faire du cinéma, c'est une chose certainement qui m'animait depuis toujours. Il y a eu un moment donné où longtemps j'ai pensé que c'était de monde étanche, qui ne se mélangerait jamais. Et puis finalement, je me suis rendu compte que s'il y avait une chose à raconter et que j'avais à raconter, c'était justement ce que j'avais vécu à l'hôpital ou ce que j'avais pu croiser dans ma vie d'étudiant en médecine, puis de jeune médecin. Et c'est certainement en faisant du cinéma finalement que je me suis réconcilié avec la médecine. Et c'est quelque chose de très important pour moi, puisqu'au fond, le métier profondément que j'admire, c'est celui de soignant. Et donc, cette culpabilité que je porte de ne pas pratiquer ce métier, alors même qu'on manque de médecins, alors même que c'est un des propos de mon travail, de dire on manque de soignants, on manque de médecins, et puis finalement, moi qui suis formé pour devenir médecin, je fais autre chose. Et donc, c'est une éternelle parcours et quête de réconciliation que j'ai. Et quand j'essaie dans Hippocrate, dans la saison 2 d'Hippocrate, en effet, d'une certaine manière, de rendre hommage aux soignants en expliquant la difficulté de leur métier, en expliquant de pourquoi ils souffrent, et d'essayer de comprendre, de démêler d'où vient cette souffrance qu'on pourrait d'ailleurs retrouver chez les enseignants, dans énormément de métiers, notamment dans la fonction publique, et d'expliquer pourquoi cette souffrance est liée au fait de ne pas pouvoir bien faire son travail. Cet hommage que j'essaye de leur rendre, en tout cas, il vient de ce besoin, en effet, de renouer avec eux et de renouer aussi avec moi-même et avec mon parcours. Et vous revenez dans le serment sur la question du secret médical et celle du mensonge, parce que le secret médical et le mensonge, c'est pas la même chose. L'un protège les patients, le second sert plutôt à se protéger soi ou à protéger un collègue. Il peut aussi déresponsabiliser en couvrant un oubli, une erreur ou des dysfonctionnements. Ça, vous l'avez croisé, vous l'avez rencontré, le mensonge dans votre vie de médecin. Et pas que de médecin. Et pas que de médecin. Je ne veux pas savoir la suite. L'erreur, elle est humaine, mais est-ce qu'en médecine, et on l'imagine, elle peut coûter des vies? C'est ça la culpabilité originelle, presque aussi. Que vous racontez dans cette saison 2 et que vous racontez avoir vécu. Oui, l'erreur, elle fait partie de la vie du médecin, du soignant. Elle a des conséquences qui sont terribles, puisque l'erreur, on se trompe tous, on est des êtres humains, on est faillible. Et quand on est jeune interne ou jeune médecin et qu'on se sent protégé par l'organisation hiérarchique qu'il y a autour du jeune médecin, ça crée finalement, en tout cas pour moi, un sentiment d'impunité qui est extrêmement douloureux et qui est encore pire. C'est-à-dire que c'est pour ça que la série s'appelle Hippocrate. Finalement, Hippocrate fait référence au serment d'Hippocrate. Un des piliers du serment d'Hippocrate, c'est le secret médical, ce qui est formidable. Mais moi, j'ai très vite constaté à l'hôpital que le secret médical protège plus le médecin que le patient. C'est pour ça que c'est toute l'ambiguïté pour moi de ce titre Hippocrate. Finalement, on est sous le poids de ce serment, mais finalement, ce serment qui nous protège quand on fait une erreur, le fait qu'il y ait ce secret médical, finalement, ça permet, je trouve, de cultiver ce culte du secret qui est très présent à l'hôpital et qui est très présent parmi les médecins. D'ailleurs, une des premières choses dont se plaignent les malades, les patients, c'est finalement le sentiment que les médecins leur parlent pas beaucoup, leur disent
leur parlent pas assez, leur expliquent pas assez la problématique de leur maladie. Et je pense que ça vient de ça. Il y a un besoin chez le médecin souvent de garder pour lui finalement sa science, son savoir, et donc de cultiver ce secret. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait souffrir, et qui fait souffrir mes personnages dans la saison 2, ou dans la saison 1 d'ailleurs aussi, dans la série Hippocrate. Souvent, ils souffrent du fait que c'est difficile pour eux d'exprimer leurs doutes, leurs incertitudes, et encore plus quand ils ont fait des erreurs, la peur de décevoir aussi, et surtout la peur que leur erreur responsabilise et vienne entacher la réputation des médecins qui sont hiérarchiquement au-dessus d'eux. Donc moi, c'est la raison pour laquelle j'ai menti parfois à l'hôpital, finalement, pour protéger aussi ma hiérarchie, qui elle-même me protégeait en ne révélant pas mon erreur, mais en ne révélant pas la mienne, je protégeais aussi ma hiérarchie. Et ça devient un cercle vicieux où il est impossible de s'en sortir. Le mensonge au cinéma, il a sa place, au contraire. Oui, il a sa place, mais par contre, je trouve qu'il est très compliqué à gérer, parce que au cinéma, il y a un accord tacite avec le spectateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir au spectateur. Si le spectateur, il le sent très bien. Si on lui ment, si par exemple, à la fin de la saison 1, il arrive des choses importantes au protagoniste. Si au début de la saison 2, je triche en disant, et donc je mens, je dis finalement, parce que ça m'arrange en tant que scénariste, on repart de zéro, ce qui s'est passé dans la saison 1 n'existe plus, le spectateur le sait très bien, il le sent, il sent qu'on lui a menti et qu'on l'a trompé. Et ça, c'est très compliqué. Par contre, en effet, mes personnages, eux, sont confrontés à leur tentation de mentir ou à leur mensonge. Là, ça devient intéressant, mais c'est le même mensonge que dans la vie, finalement. C'est d'essayer d'en faire un élément romanesque. Thomas Lilti, les salles de cinéma sont fermées. Pour l'instant, la fête est aux séries. Aussi, quand une saison 2 est bonne, voire encore meilleure que la première, le problème, c'est que ça vous engage directement pour une saison 3. Vous y êtes prêt ? Non, moi, rien ne m'engage. Mais oui, j'y suis prêt. En fait, ce que je pense de la série, en 2 mots quand même, c'est un drame que les salles de cinéma soient fermées. Et comme c'est un drame que de toute façon, énormément de choses soient fermées, et pas que les salles de cinéma, les musées, et puis aussi les restaurants et tous les lieux touristiques, etc. Mais je tiens à dire, pour la série, moi je pense, et je le pense sincèrement sans démagogie, que contrairement au film, les personnages appartiennent aux spectateurs. Et les personnages n'appartiennent pas aux comédiens, n'appartiennent pas aux créateurs, n'appartiennent pas aux scénaristes ou aux gens qui fabriquent la série. Et donc, si j'ai le sentiment que cette saison 2, que pour les spectateurs, la vie de ces personnages doit continuer, il faudra écrire une saison 3. C'est de ma responsabilité. C'est pas présomptueux de ma part, mais je le pense sincèrement. C'est les spectateurs qui finalement ressentent. Les personnages leur appartiennent, donc on n'a pas le droit de se dire non, il n'y aura pas de saison 3 parce que j'ai décidé qu'il n'y en aurait pas, que je suis fatigué et que j'ai autre chose à faire. Donc s'il doit y avoir une saison 3, il y en aura une. Voilà. Merci beaucoup à vous, Thomas Lilti. Saison 2, Hippocrate, à voir sur Canal. C'est en 8 épisodes et ça a commencé hier. Ce sera donc 2 épisodes par lundi. Pour l'instant, si on suit la série en linéaire. Et Le Serment, votre livre témoignage, raconté, écrit sur dictaphone et publié chez Grasset. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci.